Madame, Monsieur, bonjour. François Fillon est-il un candidat en sursis? Benoît Hamon va-t-il faire imploser le Parti socialiste? La classe politique est-elle fragilisée? Les électeurs s'y retrouvent-ils? Élection présidentielle, attention, avis de tempête. Nathalie Chaban et Yves Damécourt sont aujourd'hui les invités de Dimanche en politique. Nathalie Chaban, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Vous avez fait partie des frondeuses et vous soutenez Benoît Hamon. Yves Damécourt, bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller régional Les Républicains. Vous êtes maire de Sauveterre de Guyenne et vous êtes un fidèle de François Fillon. Alors, la classe politique est en émoi cette semaine, traverse une tempête à gauche, mais plutôt à droite. Même si nous aborderons les deux camps au cours de cette émission. Yves Damécourt, une première question toute simple. Comment va François Fillon? Écoutez, vous êtes un intime? Oui, enfin un intime. Je l'ai aperçu hier matin. J'étais au QG de campagne à Paris. Et il va bien. Il est debout. Et chacun a pu s'en rendre compte hier soir lors de son discours à Charleville-Mézières. Il est tout à son projet et à sa campagne. Considérez-vous que François Fillon est encore légitime pour porter cette candidature pour l'élection présidentielle? Il est plus légitime qu'aucun candidat ne l'a jamais été, puisqu'il a été plébiscité par 2,9 millions de personnes au cours d'une primaire. Oui, alors ça, c'était avant. C'était avant les révélations que nous avons pu voir dans la presse. Aujourd'hui, le public, les électeurs réagissent et visiblement n'acceptent plus cette situation. En fait, François Fillon, il n'y a pas eu de révélation dans la presse, puisque tout ce qui a été écrit dans le Canard enchaîné étaient des choses connues. Les salaires dont on parle étaient déclarés aux impôts. D'ailleurs, le rédacteur en chef du Canard enchaîné explique qu'il s'est servi des déclarations fiscales de la famille Fillon pour écrire son article. Donc tout ça est légal. Enfin, alors il y a ce qui est légal et puis il y a une notion de morale qui intervient dans cette affaire. Oui, mais enfin, il est important de ne pas oublier ce qui est légal. D'ailleurs, il est un peu surprenant que le parquet national financier se soit saisi si rapidement de cette affaire. Il faut savoir quand même que le parquet national financier est une instance qui a été créée par Mme Taubira pour des affaires de grande ampleur, du trafic international, de la fraude fiscale, etc. Et donc on ne voit pas bien d'ailleurs pourquoi François Fillon a le droit à un traitement de faveur du parquet national financier sur ce sujet. Un parquet national financier qui s'est auto-saisi à la lecture du Canard enchaîné et qui n'a pas été saisi par aucune juridiction locale. C'est quand même un traitement très très curieux. François Fillon tenait un meeting dimanche dernier à la Villette. On écoute les propos de François Fillon. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. Je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Nathalie Chaban, lorsque vous entendez François Fillon, êtes-vous convaincu par sa défense? Je ne pense pas que ce soit à moi qu'il appartienne d'être convaincu ou non par sa défense. Tous les électeurs, tous les élus sont concernés. Enfin, l'élection présidentielle concerne tout le monde. Ce n'est pas uniquement une affaire de camp politique. Alors non, après pour revenir sur les faits en tant que tels, effectivement, comme l'a dit Yves Damécourt tout à l'heure, la légalité lui permet à tout parlementaire d'embaucher aujourd'hui quelqu'un de sa famille. Légalement, il a le droit. Est-ce que la personne qui est embauchée a fait ou non, effectivement, du travail? Ça, c'est une autre chose. Que la justice se saisisse pour vérifier l'effectivité de ce travail, moi, ça ne me choque absolument pas. Et derrière, il y a effectivement la légalité qui est respectée, et il y a après la déontologie. Et moi, personnellement, c'est vrai que je ne suis pas favorable à ce qu'un parlementaire puisse embaucher quelqu'un de sa famille, quand bien même il ait des compétences extraordinaires, et quand bien même il ait, d'une certaine manière, il lui soit utile dans le cadre de son travail parlementaire. Donc derrière, c'est vrai que je pense qu'il vaudrait mieux qu'il y ait plus de contrôle et beaucoup plus de déontologie dans le cadre du travail des parlementaires. Vous qui êtes député, avez-vous croisé Mme Fillon à l'Assemblée nationale?
Non, mais moi je suis députée depuis 2012, je vous rappelle. Donc non, je n'ai jamais croisé Mme Fillon. Et alors, puisque c'est aussi le travail des parlementaires qui apparaît en pleine lumière et des collaborateurs des parlementaires, comment fonctionnez-vous avec vos collaborateurs ? Alors moi, je fonctionne avec 2 collaborateurs à temps plein en circonscription, un à temps réduit et une à mi-temps à Paris jusqu'à présent. Donc c'est vrai que je ne demande pas à mes collaborateurs le même travail en circonscription et à Paris, mais il faut savoir qu'on vient d'archiver le travail d'une seule de mes collaboratrices à temps plein en permanence. Il y avait 10 grands cartons d'archives pour une année. Et vous n'avez personne de votre entourage, de votre famille ? Ah non, personne de mon entourage ne travaille pour moi. C'est quelque chose qui vous dérange ça aujourd'hui ? Vous pensez qu'il faut revenir et peut-être plus encadrer ce genre de décision ? Je pense qu'on peut encadrer effectivement ce genre de pratique pour couper court à tous ces dérives ou ces suspicions de dérives qui pourraient exister. Yves d'Amécourt, François Fillon dénonce en fait la calomnie et se réfugie derrière l'indignation. Est-ce que c'est suffisant pour se défendre aujourd'hui ? Vous savez, François Fillon est un républicain et soucieux de la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, on mélange un petit peu tous les sujets, c'est-à-dire que normalement c'est la justice qui doit travailler sur ce dossier, et le temps que la justice travaille, eh bien, les autres observent et attendent le verdict. On assiste exactement au contraire, comme si finalement les médias étaient instrumentalisés par ce parquet national financier, et on se demande comment tout ça a été monté. Hier soir, une émission de service public montée à la hâte ou préparée avant même que l'information soit donnée dans le Canard enchaîné. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de ce style de choses, mais enfin, c'est quand même très curieux qu'en une semaine, on ait une première salve, une deuxième salve, une émission à charge, et en fait, le Canard enchaîné se transforme en procureur, Élise Lucet se transforme en juge, et tout ça dans le dos de la justice qui aujourd'hui intervient dans le processus démocratique national contre tout usage. Est-ce que François Fillon, à ce stade, a commis des erreurs dans la manière de présenter le dossier ? Vous savez, François Fillon, ce n'est pas un produit marketing, et donc il a certainement un gros défaut, c'est de communiquer lui-même. Et donc voilà, il y a des tas de spécialistes de la communication qui auraient préféré qu'il communique différemment. Tout ça s'est fait au moment où, en plus de ça, la famille se rassemblait juste après les primaires. Et donc, il y avait des nouveaux porte-paroles, tout ça n'était pas forcément très bien organisé, donc il y a des erreurs qui ont été commises en communication, notamment par ces nouveaux porte-paroles, où chacun s'exprimait, etc. Enfin, c'était un petit peu n'importe quoi. Alors, sur le terrain, puisque vous êtes un élu de terrain, vous aussi, Madame Chaban, quelles sont les réactions des électeurs ? Parce que l'information se diffuse. Quel est l'impact aujourd'hui sur le terrain ? Très clairement, et je l'ai dit à François Fillon, c'est un peu comme dans un combat de boxe. On se prend un uppercut, on est KO, on tombe, et puis ensuite on se relève. Et tout le monde se relevait. Et le meeting de la Villette permettait aussi de remettre les troupes en marche, etc. Et puis, mardi, j'étais sur le marché de Sauveterre, et les gens me disaient, contrairement à la semaine d'avant où ils étaient inquiets, ils me disaient « ça y est, on est derrière M. Fillon, on ne veut pas calculer ». qu'il y a une compréhension ? Il y a une compréhension, voilà. C'est ce que vous ressentez, Mme Chaban, lorsque vous rencontrez vos électeurs Comment est-ce qu'ils jugent la classe politique ? Parce que est-ce que tout ça ne nuit pas à l'ensemble de la classe politique ? Mais bien sûr, tout ça, ça nuit bien évidemment à l'ensemble de la classe politique. Ça nuit aussi à nos collaborateurs parlementaires. Donc il y a une forme un petit peu de désillusion. Ça nuit aussi également énormément à ce que j'ai envie d'appeler à nos petits maires, à nos petits élus qui s'échinent tous les jours à travailler pour leur collectivité, pour leurs habitants, et qui nous disent qu'à l'égard aux faibles indemnités qu'ils perçoivent, ils se sentent salis là aussi par cette suspicion qui bien évidemment englobe tous les élus aujourd'hui. Mais Yves d'Amécourt, vous serez candidat aux législatives en juin prochain. Vos collègues sont pour certains actuellement à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne vous inquiétez pas de l'impact de cette campagne, de cette fonction, de cette attitude à l'heure actuelle, de cette relation avec François Fillon qui risque de vous perturber de votre campagne de terrain? Est-ce que vous ne risquez pas de perdre des électeurs et de perdre les élections? Est-ce que les députés sortants ne sont pas en train de lâcher François Fillon? Les députés sortants ne lâchent pas François Fillon. Il a été lâché par un ou deux députés. D'ailleurs, immédiatement, pour l'un d'entre eux, on lui a enlevé son investiture. Non, ça a été contesté ensuite par Bernard Accoyer qui a dit qu'il ne... Absolument. Ah bon. Ça ne se passerait pas comme ça dans le parti. Moi, vous savez, ma relation avec François Fillon, elle date de mes années d'adolescence. Je le connais depuis que j'ai 14 ans. Et donc, moi, je pense qu'en politique, la fidélité et l'amitié, c'est une valeur rare. Et donc, je suis quelqu'un de fidèle et je respecte mes amis.
je suis comme ça et les gens me connaissent comme ça et je vais toujours en campagne comme ça. Donc j'ai pas fait de calcul, j'ai soutenu François Fillon dans cette primaire alors que j'avais beaucoup d'amis qui soutenaient d'autres candidats. Beaucoup m'ont demandé si ça allait pas me jouer des tours pour la suite. Je ne calcule pas. Ce qui est important surtout, c'est que les gens devant qui vous vous présentez sachent à qui ils ont affaire et qu'ils voient la ligne que vous souhaitez suivre et adopter. Alors justement, on va écouter François Bayrou, maire de Pau, que vous côtoyez, Madame Chaban, régulièrement. Écoutez les propos de François Bayrou, justement, sur la perception de la situation. C'était chez nos confrères d'RMC cette semaine. François Bayrou, selon vous, est-il possible que François Fillon soit obligé de se retirer ? C'est une possibilité. Vous savez bien que tout le monde en parle dans son camp et autour de lui. Mais le plus grave de cette affaire, c'est ce que ressentent les Français, ce que ressentent les citoyens, les auditeurs pour vous. Le sentiment de voir un monde dans lequel il y a des privilèges d'un côté et des sacrifices de l'autre. Ça, c'est ce que vous venez de dénoncer, Nathalie Chaban, c'est véritablement l'impact négatif, il est là. Ah oui, cette différence. Qui plus est, Yves Damécourt, François Fillon a défendu des valeurs de justice, de droiture lors de sa campagne pour les primaires. Est-ce qu'il n'est pas pris à son propre jeu ou à défaut ? Encore une fois, laissons la justice traiter ce dossier et on verra, je pense qu'on verra à l'issue du traitement du dossier que tout ce qui s'est passé était légal. Maintenant, moi, si je suis élu député, je ferai des propositions pour mettre plus de transparence dans le fonctionnement de nos assemblées. Voilà, c'est ma façon de faire, c'est comme ça que je fonctionne dans ma commune, dans ma communauté de communes. Je suis peut-être même un des seuls élus à avoir mis mes indemnités, mes bulletins d'indemnité sur mon blog, et ça depuis 10 ans. Et donc, moi, je ne fonctionne pas autrement qu'avec la transparence, et je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des souhaits de la nation. Yves Damécourt, une question qu'on doit absolument se poser, que forcément vous posez, même si vous allez repousser, mais est-ce que vous envisagez une autre situation ? Est-ce que François Fillon pourrait ne pas se présenter ? Et dans ce cas-là, que se passe-t-il ? Moi, je ne l'envisage pas parce que François Fillon, c'est la partie visible d'un iceberg qui le dépasse. C'est-à-dire que depuis 3 ans, on bosse sur un projet. On a travaillé beaucoup avec des membres de la société civile sur plein de dossiers. Pour ma part, je m'occupe de l'agriculture et de la ruralité, avec d'autres membres de la société civile et d'autres élus. Et donc, François Fillon, c'est tout ça. C'est pas simplement l'homme François Fillon. Et donc, aujourd'hui, nous sommes très nombreux à le soutenir dans toutes ces équipes de la société civile, tous les élus qui l'ont suivi depuis le début. Mais quel serait le point de non-retour ? Vous allez être victime aussi de la pression de votre propre camp. Mais le point de non-retour, c'est celui qu'a fixé François Fillon. Il a dit, si je suis mis en examen... Oui, mais ça ne peut pas être avant la date des élections. Ben écoutez, je ne sais pas. Vous avez vu la vitesse avec laquelle le parquet national financier fonctionne. C'est du jamais vu. Alors on va écouter Alain Juppé, qui est très sollicité et qui pourrait éventuellement être un recours. Il s'est exprimé cette semaine, il a donné sa position. On écoute Alain Juppé. Aujourd'hui, François Fillon est candidat et donc pour moi la question ne se pose pas. Voilà. Et j'ai dit hier que pour ce qui me concerne, en toute hypothèse, je ne serai pas le plan B. Pas de plan B pour Alain Juppé ? Non, le plan, c'est le plan F. Mais ça, c'est de la com. Non, c'est pas de la com. C'est ce qu'on entend tous les jours. Non, c'est pas de la com. Aujourd'hui, on a un candidat, on a un projet qui est un projet formidable. J'allais dire, on a, pour une fois, depuis 30 ans, on a la chance d'avoir une gauche avec un candidat de gauche et une droite avec un candidat de droite. Donc, les choses sont claires, il n'y aura pas de confusion. Je pense que Mme Le Pen ne pourra pas saisir son fanion de l'UMPS, etc. Les différences entre les deux candidats sont telles qu'il y aura vraiment un véritable choix. Et donc moi, je pense que le meilleur candidat aujourd'hui, c'est François Fillon. Il a quand même la force de cette primaire derrière lui. Il faut qu'on se relève de ces 2 chaos. Il faut qu'on calme les ardeurs des médias. Enfin, les chaînes de télévision en continu, là, sont en train de perdre de l'audience parce que les gens commencent à en avoir un petit peu marre d'avoir en boucle, de manière permanente, tout ce discours sur... Quelles seront les conséquences de ce genre d'affaires sur l'élection présidentielle ?
D'abord, peut-être en préalable, je pense qu'on on peut pas nier le travail journalistique qui est fait. Les journaux, quels qu'ils soient, que ce soit le Canard enchaîné, que ce soit la presse écrite, que ce soit audio ou télévisée, elle a fait un travail d'enquête. Donc ça, je crois que d'abord, il ne faut pas la dénigrer non plus, parce que c'est le travail des journalistes et on ne peut pas se plaindre que les journalistes fassent leur job. Ça, c'est déjà une chose. Donc nécessairement, ça aura un impact sur les élections présidentielles, parce que d'une certaine manière, ça discrédite toute la classe politique. Donc effectivement, ça peut potentiellement faire monter les extrêmes. Mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui, l'élection présidentielle de 2017, elle n'a jamais été aussi ouverte que cette année. Alors, on vient de parler beaucoup des primaires des Républicains et du candidat des Républicains, mais à gauche, la situation n'est pas très simple non plus, Nathalie Chaban. Alors, vous avez un candidat, Benoît Hamon, depuis dimanche dernier, mais il ne fait pas forcément l'unanimité dans votre camp. Quel est aujourd'hui l'état du Parti socialiste? Quelle est sa situation? L'état du Parti socialiste, il est rassemblé derrière son candidat. Vous êtes sûr? Oui. Dimanche dernier, il y a eu 2 millions d'électrices et d'électeurs qui se sont déplacés aux primaires de la gauche et qui ont porté à quasiment 59% la candidature de Benoît Hamon avec un programme effectivement très novateur. Donc derrière, on a effectivement les militants... Enfin, le Parti socialiste, il n'a pas toujours été rassemblé derrière François Hollande pendant cette mandature. Vous-même, vous étiez une frondeuse, vous n'avez pas tout le temps, c'est le moins qu'on puisse dire, soutenu François Hollande pendant ces 5 années au pouvoir. Alors, la question n'est pas de savoir si j'ai soutenu ou non François Hollande. Il y a un certain nombre de textes, et notamment un certain nombre de textes et de positionnements économiques sur lesquels je ne me reconnaissais pas et sur lesquels... Est-ce que cette situation n'a pas affaibli le président de la République ? Alors, on nous retourne toujours la question, est-ce qu'on a effectivement affaibli le président de la République? Moi, j'aurais envie de demander, est-ce que les prises de position, les projets de loi qui ont été portés par le Premier ministre de l'époque n'ont pas affaibli notre propre camp par rapport à la campagne que nous avions menée en 2012 et les engagements que nous avions pris devant les électrices et les électeurs en 2012? Donc, en fait, les frondeurs d'hier sont devenus les leaders du parti d'aujourd'hui. Donc vous n'avez pas que des amis. Mais on n'a pas que des ennemis non plus. Cherchez pas à nous créer des ennemis là où on n'a pas. C'est-à-dire que ce qu'a montré aussi la primaire, c'était qu'on pouvait avoir un programme particulièrement novateur et particulièrement dynamique qui a mené derrière lui une véritable dynamique de gauche avec là aussi un nombre conséquent à la fois de militants et aussi de sympathisants qui se sont déplacés pour porter la candidature de Benoît Hamon. Écoutez une partie du programme de Benoît Hamon. On va écouter ses déclarations. C'était dimanche, juste après son élection. On écoute Benoît Hamon. Je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes. Je leur proposerai de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, écologique et démocratique. Les proches de Manuel Valls sont quand même un petit peu oubliés par Benoît Hamon. J'ai pas le sentiment que les proches... C'est pas votre sentiment ? Non. Attendez, Benoît Hamon l'a bien dit, il l'a répété lorsqu'il est allé voir à la fois le Premier ministre et le Président de la République. Il a tracé une route, tracé un chemin, donné une ossature au programme. Et bien évidemment, son programme a vocation aussi à être enrichi d'un certain nombre de propositions qui avaient été portées d'abord par Arnaud Montebourg et bien évidemment aussi par Manuel Valls et dans le cadre de la campagne, Vincent Peillon également. Actuellement, il y a des députés socialistes qui se sentent incapables de porter la campagne de Benoît Hamon. Notamment en Gironde, Gilles Savary, député de Gironde, qui s'est exprimé et qui a pris des positions assez fermes cette semaine à l'Assemblée nationale. On écoute Gilles Savary. Pour le moment, nous demandons un droit de retrait. C'est une objection de conscience, c'est-à-dire que nous n'assumerons pas la campagne présidentielle. Et vous êtes combien ? De plus en plus nombreux. Non mais combien avez-vous été à signer le Pour le moment, il y a 25 personnes. On voit bien là qu'il y a quand même une difficulté avec certains députés. Est-ce que vous ne craignez pas que ce bras de fer complique largement la campagne de Benoît Hamon et du Parti socialiste ? Alors non, je crains pas de bras de fer d'abord déjà. Je crains pas de bras de fer, simplement ne serait-ce qu'on va pas jouer sur les chiffres. Bon, on vous annonce 25, finalement il y en a que 20 qui signent. En fait, il y en a deux fers de lance, Gilles Savary et M. Carèche, dont un qui se représente plus. Bon voilà, c'est des positionnements d'hommes en particulier, qui veulent à un moment ou à un autre affirmer quelque chose de fort. Moi, je remarque au passage que le droit de retrait, ça n'existe pas à l'intérieur du Parti socialiste. Pour le coup, c'est quand même quelque chose qu'ils ont extrait du Code du travail. C'est bizarre, il y a une bonne chose dans le Code du travail, qu'ils ont extrait du Code du travail et qu'ils mettent aujourd'hui en avant ce droit de retrait qui n'existe pas au sein du Parti socialiste. Est-ce que vous craignez que certains députés rejoignent Emmanuel Macron ?
Alors moi, je ne crains pas que certains députés rejoignent Emmanuel Macron. S'ils se reconnaissent dans le programme d'Emmanuel Macron, ils quittent le Parti socialiste et ils s'en vont derrière Emmanuel Macron. Après, encore une fois, Benoît Hamon, lui, porte un programme novateur, une nouvelle Il faut vision de la absolument société. quitter le Parti socialiste s'ils veulent rejoindre Emmanuel Macron. Moi, ça me paraît quand même la Et si moindre François Hollande soutient Emmanuel Macron? Alors attendez, aux dernières nouvelles... Il n'a pas pris position, mais ce n'est pas exclu. Voilà, j'ai quand même pas entendu le président de la République dire qu'il soutiendrait Emmanuel Macron. Là, pour le coup, la chose serait quand même totalement différente. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur d'un parti socialiste, mais j'imagine que c'est la même chose à l'intérieur des Républicains, quand vous êtes parlementaire, la moindre des choses, c'est de vous engager derrière votre candidat. C'est ce qui s'est passé en 2012, quand François Hollande a été le candidat à l'issue des primaires de 2011. Et Yves Damécourt, puisqu'on parle de Benoît Hamon, il y avait une mesure phare proposée, c'est notamment le revenu universel. Que pensez-vous de cette mesure, cette proposition? Moi, je pense que ces 2 primaires ont eu le mérite d'ouvrir le débat sur plein de sujets, et donc on ne peut pas innover s'il n'y a pas de débat. Donc il y a eu des innovations dans la primaire de la droite et du centre, il y a eu un débat, il y a eu des innovations proposées dans la primaire de la belle Alliance populaire, et tout ça, c'est très bien. La proposition de Benoît Hamon du revenu minimum universel, elle a juste un défaut, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas financée. Donc, alors elle est peut-être financée par une autre proposition de Benoît Hamon qui est d'annuler les dettes. Donc au niveau européen, il propose d'annuler les dettes. Est-ce Donc, que ce n'est pas comment un peu facile, est-ce qu'on annule les 2 Nathalie Chaban, de faire des propositions comme ça qui ont un peu de mal à prendre corps dans la réalité? Ah non, mais attendez, la proposition, elle n'a pas de difficulté à prendre corps dans la réalité. Ce que dit d'abord le postulat de base de Benoît Hamon, c'est de dire que notre société, elle change. À partir du moment où notre société, elle change, soit on attend qu'elle change et on court après les évolutions et on continue sempiternellement et toujours les mêmes politiques, soit on se dit que notre modèle social, notre modèle économique, notre modèle démographique change et on anticipe et on accompagne ces changements. Vous acceptez cette idée de s'éloigner de la valeur travail? On ne s'éloigne pas de la valeur travail. Mais aujourd'hui, le travail se raréfie. Non, aujourd'hui, le travail se raréfie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quel message on donne aux jeunes générations, mais aussi à leurs parents, à leurs grands-parents, pour leur dire, vous aurez une place dans la société et vous pourrez vivre et vous épanouir dignement dans la société. Expliquer qu'on va pouvoir financer une mesure, une proposition qui coûte 400 milliards? Alors, la proposition qui dure 400 milliards, c'est la proposition ultime. C'est vertigineux. Mais oui, mais encore une fois, et là je vais ne faire que paraphraser les propos de Benoît Hamon lui-même, mais quand on a mis en place la sécurité sociale, c'est pareil, le programme était faramineux. Ce que dit Benoît Hamon, c'est commençons d'abord par les jeunes. Commençons d'abord par étape. D'abord l'étape des jeunes, des 18-25 ans. D'abord un RSA revalorisé et l'automaticité de la perception de ce revenu universel d'existence pour les 18-25 ans. Yves Damécourt, vous défendez, vous suivez très près les dossiers de la ruralité, notamment comment aider les agriculteurs ou les personnes qui ont des très faibles retraites même. Alors le projet de François Fillon, c'est d'augmenter le temps de travail, c'est d'augmenter l'âge de départ à la retraite, justement pour pouvoir équilibrer les comptes sociaux et pour pouvoir augmenter les petites retraites. Donc c'est sans doute le gouvernement qui a fait le plus pour les petites retraites, puisqu'elles ont été revalorisées de 25% pendant que François Fillon était Premier ministre. Mais il veut aller plus loin, mais comme c'est un régime par répartition, on ne peut pas aller plus loin si on n'a pas 2 axes de progrès. Un, le plein emploi, parce qu'on ne croit pas du tout, nous on ne se résigne pas à dire que le travail va disparaître. On pense qu'aujourd'hui, des pays équivalents à la France, que sont l'Allemagne, l'Angleterre, enfin tous les pays européens, en fait, ils ont atteint le plein emploi, c'est-à-dire l'emploi pour toutes les personnes valides en âge de travailler et capables de travailler. Donc le plein emploi d'un côté pour établir l'équilibre des régimes sociaux et ensuite le recul de l'âge à la retraite pour financer les retraites et augmenter les retraites. Parmi les propositions et parmi la campagne, les thèmes, même si elle est un peu écrasée par des soucis satellites, j'ai envie de dire, on parle peu de l'écologie, de l'environnement, alors que d'autres campagnes ont pu s'intéresser beaucoup plus à ce thème. Comment faire à nouveau mûrir, émerger ces thématiques, Nathalie Chaban, qui, je sais, vous paraissent très importante, cette thématique? Ah oui, pour moi, c'est une des thématiques phares, là aussi, du programme de Benoît Hamon. C'est-à-dire que non seulement notre société, elle évolue effectivement dans le cadre... Alors, une mesure phare en termes d'écologie, d'environnement. Une mesure phare. À prendre en priorité. Mais ça serait... alors, il y en a plusieurs, mais entre autres, effectivement, la suppression des diesels. Vous savez très bien que les voitures diesel causent la mort de 50 000 personnes par an. Donc, on a besoin, là aussi, de supprimer le diesel. On a besoin d'aller vers plus de mix énergétique, de telle sorte qu'on réduise la part du nucléaire. Le nucléaire,
nucléaire aujourd'hui, on ne sait pas recycler François les Hollande déchets. avait pris des engagements lors de sa campagne, lors de son élection sur le nucléaire. Ils n'ont pas été tenus, ces engagements, 5 ans après. Alors, on avance très, très lentement. Oui, mais vous comprenez vers, qu'il y ait des doutes ensuite et que les lecteurs se disent mais c'est pas crédible. Bien sûr, je comprends qu'il y ait des doutes, mais c'est pour ça qu'il y a énormément de volontarisme dans le cadre du programme de Benoît Hamon, et que notamment ce qu'il propose, c'est que d'abord l'État lui-même reprenne sa part prépondérante pour arriver à créer de la dynamique dans le cadre des énergies renouvelables, mais qu'on puisse aussi s'appuyer sur l'Europe pour créer un véritable plan au niveau européen. Quand vous avez des projets locaux, on a chez moi des exploitants agricoles qui se regroupent à une unité très raisonnable pour créer une unité de méthanisation, mais qui se heurtent à des difficultés de financement. On sait très bien, ils en sont à la phase 2, ils ont besoin de 130 000 euros. Imaginez 130 000 euros au regard de l'investissement global de cette unité de méthanisation, quelque part c'est rien, mais c'est ce qui aujourd'hui les bloque. Donc on a besoin que l'État soit un vrai levier pour permettre à ces investissements qui permettront là aussi d'avoir des énergies propres, des énergies renouvelables, à proximité même de l'utilisation qui en sera faite par les usagers. Yves Damécourt, en termes d'environnement, et vous avez aussi la casquette de conseiller régional à la Nouvelle-Aquitaine, en termes de transport, quelle posture aujourd'hui, quelle organisation, quel développement, notamment en termes de lignes ferroviaires, sachant que c'est toujours un joli projet que de développer une ligne LGV, mais encore faut-il la financer. Vous êtes favorable à ce genre de projet? Avant de parler des transports, je voudrais parler de l'environnement et de ce qui bloque dans notre pays aujourd'hui. Oui, mais il nous restera 1 minute pour faire tout ça. Sur les projets de méthanisation, par exemple, aujourd'hui, ce qui bloque, c'est les normes. C'est-à-dire qu'il faut 6 mois pour déposer un projet de méthanisation en Allemagne, il faut 5 ans en France. Enfin, tout ça, c'est hallucinant. Pour une ferme photovoltaïque, aujourd'hui, nous, on a un projet de ferme photovoltaïque de 7 hectares. Notre problème, c'est le raccordement au réseau Enedis. Et je peux vous dire que Enedis n'est pas aidant pour raccorder à son réseau une ferme photovoltaïque. Pour les transports, nous, ce qu'on défend, c'est le lien entre les bassins d'emploi et les bassins de vie. Aujourd'hui, il y a des lieux de pauvreté en France parce qu'il n'y a pas l'accès au transport, il n'y a pas l'accès aux infrastructures et il n'y a pas l'accès aux trains. Et donc, et on a des exemples tout près de chez nous. Vous habitez Bergerac, vous habitez L'Aréole, vous habitez Langon, vous habitez Castillon-la-Bataille. Il est impossible de rejoindre Bordeaux pour venir travailler à Bordeaux. En un mot, la ligne LGV Bordeaux-Pays Basque, vous êtes contre, vous êtes opposé? Aujourd'hui, la priorité, c'est le carencement des TER et c'est le transport journalier des Girondins. Nathalie Chaban, Yves Damécourt, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. C'est la fin de cette émission. Dimanche en politique se poursuit avec Francis Letellier. Excellent après-midi.